Les amis, on est fourrés. Il y a 40% du monde qui ne travaille pas. Dans ceux-là qui travaillent, il y en a une batch qui travaille pour le gouvernement. Comment vous voulez qu'on réussisse à convaincre le monde? Quoi, t'es pas d'accord? Tu commences toujours avec des beaux gants blancs. Si. Ouais, c'est ça qui est le fun avec Yann. Ah non, mais il faut mettre un peu de piquant dans ce show-là. C'est pas toi qui vas en mettre. Fait que c'est ça. Il y a 40% des gens qui ne travaillent pas. Puis là-dessus, dans ceux-là qui travaillent, il y en a une bonne batch qui travaille pour le gouvernement. Comment vous voulez qu'on réussisse à convaincre les politiciens que ça prend moins d'État? Les gens voteront jamais pour ça. Donc, le sujet du podcast aujourd'hui, c'est ça. Comment on fait pour amener du libéralisme économique dans un contexte où ce que tout le monde travaille pour le gouvernement, ou dépend du gouvernement avec des subventions, ou dépend du gouvernement avec des chèques pour les familles, ou dépend du... Christy, est-ce quelqu'un qui ne dépend pas du gouvernement, ça? Ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué de ne pas dépendre de l'État d'une manière ou d'une autre. Mais justement, c'est parce que la semaine passée, j'avais aussi proposé dans la liste de sujets le papier que le Fraser a sorti qui s'appelle The Size of Government in Canada in 2022. Et là, on est vraiment dans le ratchet effect all the way, encore une fois. Et donc, je vais mettre les liens dans la description du podcast comme d'habitude, mais ils font tout le temps des infographies assez intéressantes, le Fraser. Donc, on peut apprécier ici. Puis tout ça va être c'est un peu une mise en bouche pour ce qu'on voulait jaser après, là. Mais là, on dit, voici le government spending in 2022 exceed the optimal range in all but one provinces. Donc, il n'y a que l'Alberta qui est en dessous de ce qu'on... puis ça, Vincent, tu as déjà parlé plusieurs fois de ça, là, la taille optimale de l'État ou la taille des dépenses. Là, parce que, hey, contrairement à ce que les haters pensent, là, non, Vincent n'est pas un hardcore libertarian qui veut qu'il y ait des milices privées qui tirent du monde avec des armes. Tente-moi pas. Ça, c'est juste dans nos wildest... C'est crissement plus pire ce que tu viens de dire là, que ce que moi je disais en début de show. Je sais, mais moi, c'est sarcastique. Moi, c'est complètement sarcastique. Okay, moi, je pense pas que t'étais sarcastique. Non. Mais là, juste une chose. La taille optimale de l'État, c'est optimal pourquoi? C'est optimal pour la croissance économique. C'est-à-dire que tu as des États qui font trop peu, puis si l'État ne fait pas genre les cours de justice, la police, les prisons. L'éducation, je pense qu'il y a le plus grand impact, probablement. Oui, ben c'est ça. Il y a certaines fonctions que l'État peut prendre. Je pense que le chiffre, le range qui sort est probablement un peu trop élevé. J'ai tendance à croire que peut-être que 20-25%, il y a des manières d'avoir plus de croissance, mais... Ben, l'Alberta a l'air d'être pas pire dans le sweet spot. Là. Moi, je regarde ça. Là, l'idée, c'est que dans l'étude qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont pris plusieurs estimés puis ils ont regardé pour la période récente. C'est quoi la taille de l'État qui maximise la croissance étant donné la période qu'on a. Puis, il n'y a aucune manière que des provinces comme le Québec soient dans le sweet spot. Parce que le plus gros chiffre que j'ai vu dans la littérature, c'est genre que l'État doit faire peut-être 40% de l'économie pour maximiser la croissance. Le Québec est au-dessus de ça, de beaucoup. On était grosso modo à peu près à 50. Je dis les chiffres parce qu'il y a des gens qui sont en audio, puis après ça, je vais enlever ça de l'écran. Donc, dans le gouvernement avec la plus petite taille en termes de dépenses, on a l'Alberta à 26,8 de l'économie. Oui, évidemment. La Saskatchewan à 32,8 le BC, contrairement à ce que des fois on a tendance à s'imaginer ça comme la province la plus de gauche au Canada, sont quand même troisième avec 35,6. Ensuite, on a l'Ontario, on a Terre-Neuve, Labrador. Ensuite, le Manitoba. Ensuite, le Québec, qui est quand même juste le quatrième pire. Et on a Nouveau-Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia. Avec Nova Scotia, 63%. C'est... Nouveau-Brunswick qui a 7 années de surplus budgétaire, mais on se rend compte que finalement... Il commence à être temps qu'il en fasse des surplus budgétaires de l'Europe. Ouais, c'est ça. Ça commence à être la taxe fiscale. Il était temps qu'il commence à faire des compressions. Mais tu sais, puis ça, c'est dire que c'est en haut de la taille optimale, mais probablement que même l'optimal le plus généreux que tu peux avoir, le Québec est au-dessus. Si tu es plus dans le range réaliste, puis que le 26 à 30%, c'est la partie... Fait que là, tu es en train de dire que si on diminue la taille de notre État,
On va augmenter notre croissance économique assez facilement. C'est même un no-brainer de dire ça. Yeah, baby! Puis, non seulement ça, mais des fois, tu peux même l'ajuster pour... Ça, c'est un truc qui fait chier les gauchistes. Quand tu l'ajustes pour l'inégalité, que tu fais un indice de croissance égalitaire, c'est-à-dire qu'à quel point la croissance moyenne est partagée par plusieurs, la taille optimale de l'État est encore un petit peu plus petite. Mais mettons que un petit peu plus petite que le 26 à 30. Mettons que j'arrive, puis je lance des idées comme ça. La SAQ, on privatise et on met en compétition. On démantèle la SAQ, puis là, à cette heure, vous voulez vendre du vin? Vendez-en, Christine appelle. Les Costco, vends-en. Les épiceries, vends-en, c'est pas de problème. Walmart, tu veux vendre du vin? Vends du vin. Vendez-en, m'en fous. OK, vendez-en. Est-ce qu'on vient de diminuer la taille de l'État et est-ce qu'on vient d'augmenter le PIB par habitant du Québec en faisant ça? Oui, moi, je pense que oui, là, pour plusieurs raisons. Deuxième chose. Maintenant, là, c'est des tests que je fais. Les garderies. On dit aux gens, on va donner un crédit d'impôt / un voucher, un chèque aux parents directement. Fais-en ce que tu veux. À partir de demain matin, par contre, les CPE, ça n'existe plus. Il y a du monde qui vont perdre leur job. Il y a des salaires à 150 000 dans les CPE. Là. Il y a du monde, des bons gestionnaires habiles. Tu laisses la compétition. Je sais, mais là, on laisse aller la compétition, puis tout ça, puis bon, toutes sortes de garderies. On est dans une situation qu'on a diminué la taille de l'État et on a probablement augmenté le PIB par habitant en faisant ça. Yep. Ouais, des bonnes idées, ça. Ça se fait. Ben, tu dis, il y a des gens qui vont perdre leur job. Mettons, la directrice ou le directeur du CPE, si tu lui proposes d'y vendre. Il l'achète-tu? Il l'achète-tu? Non. Non, mais maintenant, c'est ta business. Tu changeras le prix que tu veux. J'achète pas. Mais il y a aussi... je suis même pas à vous les donner, moi. Milton Friedman était allé en Chine à un moment donné, puis il avait demandé quelqu'un, il avait montré un projet de construction, puis il regardait comment c'était fait, puis il dit, ça n'a pas l'air d'être très productif. Il dit, Monsieur Friedman, c'est parce que vous ne comprenez pas, c'est un projet d'emploi qu'on fait, on veut créer des emplois. Ah, ben si le but, c'est de créer des emplois, donnez-leur des cuillères pour creuser. Ça, c'était dans cette anecdote-là, tu as l'histoire de la différence entre ce qui est productif et ce qui est de créer des emplois. Si tu veux créer des emplois, c'est très facile. Demande à tout le monde de construire des routes avec des cuillères, puis tout le monde va être à plein emploi, mais le travail va être très mal utilisé et on ne va pas être en train de générer le plus de valeur possible. Ouais. Le coût de l'État, c'est que tu mises à l'eau les ressources à certains endroits où est-ce que tu fais en sorte que les travailleurs ne sont pas embauchés, où est-ce qu'ils sont les plus nécessaires. Mais mettons qu'on qu'on juxtaposait deux graphiques, OK? On reprend celui-là et on met... Celui de la taille optimale, là, pour les gens à l'audio. Oui, celui de la taille optimale, merci de le rappeler, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent mais ne nous regardent pas. Grand bien leur face. Oui, c'est ça. Ma face est tellement pas belle. Grand bien leur face de ne pas voir nos faces. Même celle de Yann. En plus. On juxtapose un autre graphique par-dessus qui classe les provinces par ordre de richesse. Pourquoi est-ce qu'instinctivement ou intuitivement, je pense que plus la province dépense, démagogue, moins la province est prospère. Et là, je le sais, il y en a avec des mauvaises langues qui vont dire « Ben oui, mais justement, c'est parce qu'ils sont plus pauvres qu'il faut qu'ils dépensent plus. » Oui, il y a du pétrole, eux autres, nous, on n'a pas. Ça, je l'ai entendu souvent. Ouais, nous autres, on n'a pas. Ben non, on n'a pas de ça, du pétrole, nous autres. On a juste fait une loi pour nous empêcher de l'utiliser, mais c'est un autre débat. Ben, premièrement, c'est mis en proportion de l'économie. Donc, techniquement, les Albertains, si tu regardes, les Albertains, ils sont tellement plus riches que nous, mais par tête de pipe, la dépense en montant monétaire n'est pas très différente d'avec le Québec. C'est juste qu'ils sont tellement plus riches qu'ils peuvent se permettre des plus gros paniers de services, le mot qu'on aime tellement, le panier de services. Ils peuvent s'en permettre un plus gros. C'est juste que, comme ils sont massivement plus riches, ça prend une plus petite portion de l'économie. Donc, en mettant ça en portion de l'économie, cet argument-là, il vient de prendre le bord. Fait que on a pas mal éliminé toute la députation du Bloc en termes de capacité argumentative. Cette semaine... non, mais là, le Bloc, il se surpasse. Puis rappelez-vous, je suis souverainiste. Hein? Le Bloc, il se surpasse pour dire des niaiseries. Ouais, toi, tu demeures souverainiste en dépit du Bloc. Là. Ah ouais, il faut vraiment beaucoup de... Chaque fois que des fois, là, je me rappelle qu'ils sont de mon bord, puis je suis là. Je peux-tu avoir des nouveaux amis?
C'est généralement ça mon réflexe. Non, mais regarde, t'as rien arrêté de te tenir avec des méchants fédéralistes adorateurs de la reine, Frère Vincent. T'es apprécierais peut-être plus. On laissera ça de côté. C'est vrai que c'est ça qu'on est, nous autres. Mais moi, j'aime la reine. Je suis juste un souverainiste qui aime la monarchie. Ouais, toi, t'es fucked up, sacrément. Ça les fait. Ça, là, c'est un mindfuck quand je parle de ça. Mais cette critique-là, elle tient pas. Okay? Elle tient juste pas. La question que moi, je pense qui est bien plus intéressante, c'est que c'est pas la première fois au Québec qu'on entend la CAQ s'est fait élire en 2018 en promettant de faire des choses qui étaient très, je dirais pas très libérales, mais plus libérales que ce qu'on a habituellement. La DQ avait passé à l'opposition officielle avec un discours comme ça. Les libéraux s'étaient fait élire avec la réingénierie de l'État. Jean Charest, en 98, quand il s'était présenté pour la première fois pour les libéraux, il parlait de mettre un fin au régime de la Révolution tranquille. On a oublié ce Jean Charest-là qui disait que le modèle québécois, c'était fini. Ça ne marchait pas. Là, t'entends ça pareil, des gens qui l'ont eu le mandat de la population. Jean Charest a eu le mandat de la population. Il a eu 45%. Hein. Caroline, les gens, ils ont dit Lui, il proposait une réingénierie de l'État, des grosses baisses d'impôts, puis la DQ en proposait encore plus. Parce que pour cette élection-là, il ne faut pas oublier que tu avais 45 plus 18% des gens qui avaient voté à un degré ou à un autre pour une massive. C'était de très massif à « Wow, Vincent Geloso a l'air de modérer. » Hey, Johnny Boy, voici un balai, voici une vadrouille, fais le ménage. Lui, il s'est crissé 2 pieds sur le pouf, puis peut-être. C'est ça, la question, c'est que finalement, ils le font jamais. Puis la raison, c'est il y avait le mandat. Faut jamais oublier. Mais juste donner quelques autres chiffres avant que tu continues là-dessus, Vincent, parce que dans le document un petit peu plus complet, il y a d'autres tableaux. C'est pas nécessairement intéressant de mettre ça à l'écran, mais il y en a un sur l'évolution, en fait, entre 2007 et 2022 des dépenses de l'État en pourcentage du PIB. Et roulement de tambour, il n'y a que l'île du Prince-Édouard qui a amélioré son score. De notre point de vue, là, les autres l'ayant amélioré, mais d'un point de vue étatiste. Là. Donc, Newfoundland, Labrador, c'est plus en pourcentage du PIB. Terre-Neuve, c'est plus. Nouveau-Brunswick, c'est plus. Québec, c'est plus. Ontario, c'est plus. Manitoba, c'est plus. Saskatchewan, c'est plus. Saskatchewan, c'est moins. Excuse, il y a 2 États. Saskatchewan et Prince Edward Island. Donc, Prince Edward Island, il était à 61,6% du PIB en 2007. Ils sont à 58,3 et la Saskatchewan est à 37,7. Ils sont maintenant à 32,8 %. Donc, à part ces 2 provinces-là, toutes les autres provinces ont augmenté leurs dépenses, parfois de manière relativement modérée, comme la Colombie-Britannique qui était à 34,8, sont à 35,5. Parfois, quand même, de manière assez prononcée. Là, je pense entre autres à l'Ontario qui a gagné 5 %. L'Ontario, c'est une catastrophe. C'était le poumon économique du Canada. Newfoundland sont passés de 38 à 44. C'est quand même beaucoup. Là. C'est ça. Québec, c'est relativement maintenu là-dedans qu'une augmentation d'un petit peu moins de 2 %. On est les premiers socialistes d'Amérique, puis là, les autres sont en train de nous rejoindre. En gros, c'est ça qui se passe dans les dernières années. Mais c'est ça. On voit Prince Edward Island, j'imagine, c'est quasiment par la force des choses. Là, Mané rendu à 60 quelques % du PIB qui est en taille de l'État. 80 000 personnes, là, je veux dire, Mané. Oui, je comprends, mais Mané, c'est même plus, même à 80 000 personnes sur une île, c'est plus vivable. Là. Je veux dire, c'est plus. Ça devient plus fonctionnel. Là. Mais tu sais, moi, je regarde ça, puis peut-être que je nous fais un petit peu dévier du sujet, là, mais tu sais, Vincent, tu parles tout le temps de l'importance des incitations. Là, c'est 156 000 personnes, excusez. 156 000 personnes. Donc, tu parles souvent de l'importance des incitations. Est plus gros, donc, c'est quoi c'est quoi les incitations économiques qu'ont les provinces à performer, à avoir des meilleurs résultats? Puis, tu sais, moi, je regarde ça, puis je me dis, mais à quoi ça sert, dans le fond, dans le cadre fédératif canadien, de limiter les dépenses, de faire ce que tu as à faire, puisque finalement, la médiocrité est récompensée par les systèmes de transfert? Écoute, je te rappellerai quand même une chose. Ça veut pas dire, je pense que la péréquation, là, avant qu'on aille sur ce qu'on voulait jaser, la péréquation nuit
à la fonction que le fédéralisme a de créer de la compétition entre les provinces. Le principe de péréquation, c'est quand même basé sur l'idée qu'il devrait avoir un minimum égal de services de base pour toutes les provinces. Donc, c'est correct que certaines provinces payent plus que d'autres pour aider les plus pauvres. Genre que une province ne devrait pas être tellement pauvre qu'elle ne peut même pas produire les services de base de la justice, la police, etc. On n'est plus là. Ben, c'est ça. La péréquation, c'est que ce qu'on pourrait appeler le de base ne justifie. Il faudrait on soit massivement plus pauvre, genre 1870 pauvres, et que certaines provinces soient tellement pauvres en elles-mêmes qu'ils ne sont même pas capables d'avoir un service de police, d'avoir des cours. Mais là, au-delà de ça, on n'est plus là aujourd'hui. La péréquation ne couvre même pas ces montants-là. Elle n'assure pas un niveau égal. Elle couvre nettement plus que tu pourrais appeler les fonctions régaliennes de l'État. La péréquation, ce qu'elle fait dans ce cas-là, c'est punir si demain matin, les provinces qui ont de la croissance économique rapide. Ça ne veut pas dire que le fédéralisme ne fonctionne pas. Ça veut dire que si on avait un gouvernement plus centralisateur, ça serait encore pire que ce qu'on a maintenant. Demain matin, il n'y a pas de péréquation. Est-ce qu'il y a des CPA au Québec? Non. Je veux dire, regarde la fin de règne de Justin Trudeau. Là. Je veux dire, présentement, il va annoncer son budget. Il est en train de vomir des programmes à n'en plus finir. Ouais, on s'attend à 50 milliards de déficit. Non, puis c'est vraiment un nouveau programme. C'est tout dans les champs de compétences des provinces. Puis je dirais dans les champs de compétences des parents et des individus aussi, pas mal. Oui, surtout. Tu sais, t'es vraiment dans une position où est-ce que tu dis « Hey, buddy, arrête, là, c'est assez, la cour est pleine. » Puis non, déficit, pas grave, hein, ouais, rajoute des programmes. Il faut que Jack Mitt il me toffe au pouvoir. J'aime ça, être au pouvoir. Oui, surtout des programmes qui transfèrent aux provinces. Parce qu'il y a un truc en économie, puis ça, c'est pour les gens que ça les intéresse. Googlez Fly Paper Effect. Puis Fly Paper Effect, ce que ça dit, c'est que quand tu as un transfert d'un niveau de gouvernement supérieur à un niveau de gouvernement inférieur, si c'est payé c'est pas payé également à travers les contribuables dans le pays, l'effet que ça a, c'est que ça va faire grossir les gouvernements des endroits qui sont des nets récipients des transferts. C'est-à-dire que eux, plus ils sont subventionnés, plus ils vont grossir la taille d'État, ce qui n'est pas particulièrement surprenant. Ça s'appelle le Fly Paper Effect. Puis ce que tu vois dans l'histoire économique du Québec, quand tu pars de 1957, puis j'avais écrit avec Carl Vallée, way back when, quand j'étais étudiant de doc, un article où on avait pris les données historiques, puis on avait regardé les transferts. Ils évoluent de la même manière que les dépenses publiques. C'est-à-dire que quand les transferts fédéraux augmentent, immédiatement après ou l'année subséquente, tu vois une augmentation du niveau de dépenses publiques et chaque fois qu'ils sont réduits, le provincial coupe les dépenses. Fait que c'est ce qui s'en vient. On parle de Justin Bouchard, les grandes coupes de 97, ainsi de suite. Mais je veux dire, ça a suivi les baisses de transferts fédéraux de Paul Martin sous Jean Chrétien, qui était dans la marge financièrement dans les années 90. Mais là, on s'en vient là. Je veux dire, Pierre Poilievre va avoir un job de ménage incroyable à faire. Puis les premières choses qu'ils vont faire, probablement, c'est de débarquer les derniers programmes que Trudeau va avoir créés à va-vite. Mais ensuite de ça, c'est des transferts aux provinces qui vont se faire manger une go. Hier, on a annoncé un nouveau programme pour nettoyer les villes, sacrément. Oui, puis même Montréal va en profiter. Il y aurait une manière simple pour Poilievre de s'en sortir. C'est-à-dire qu'il dit qu'il élimine tous les programmes de. Parce qu'au fédéral, tu ne peux pas éliminer la péréquation. Le fédéral ne peut pas éliminer la péréquation. C'est dans la Constitution, ça. Si je me souviens bien, il y a plusieurs étapes qui doivent être passées pour faire ça. J'oublie le processus d'amendement, mais tu peux pas enlever ça. Par contre, le fédéral contrôle le TCS et le TCPS, qui sont les deux plus grands transferts fédéraux, le transfert canadien pour la santé, le transfert canadien pour les programmes sociaux. Ça, c'est le nom que ça avait historiquement. Je suis sûr qu'ils l'ont changé récemment. Je ne me suis pas mis à jour sur la nomenclature de comment est-ce qu'ils aiment ça changer les cartes d'affaires des différents ministères. Mais c'est les deux plus gros qu'il y a. C'est le 900 millions que le Québec vient d'avoir encore, c'est ça. Là. Exactement. Mais si le fédéral coupait ça, il pourrait y aller de la manière suivante. Puis la question qu'on va poser après, c'est pourquoi ils ne peuvent jamais réussir à faire des choses comme ça. Tu dis, j'élimine tous les transferts fédéraux et je vais baisser à travers tous les paliers d'imposition différents. Je vais réduire les impôts au prorata. Les provinces décideront si oui ou non elles veulent occuper l'espace fiscal que j'ai libéré. C'est-à-dire que là, tu es vraiment en train de tout shifter dans le cours des provinces. C'est-à-dire, si, mettons, tu as baissé de 1 milliard les transferts au Québec, ben, tu baisses les impôts que les Québécois payent au fédéral de 1 milliard. Puis après ça, le gouvernement provincial peut décider de taxer plus.
puis occuper cet espace-là sans rien changer. Ou bien il peut décider peut-être qu'il y a des dépenses qu'on ne devrait pas faire, peut-être qu'on devrait peut-être reconsidérer des programmes. Puis là, c'est à eux de décider. Puis Pierre Poilievre pourrait faire ça. Le problème, c'est que tu as beaucoup trop de fonctionnaires qui sont attachés à ces ministères-là. Puis c'est le temps de réaliser une chose. Là, puis ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais on n'a jamais théorisé beaucoup. Là. Moi, je le fais parce que c'est ma job. Mais les fonctionnaires sont une constituante électorale et ils ont un poids dans la décision, dans l'administration publique qui détermine pas l'administration de la politique publique, mais le choix des politiques publiques, le choix des gens, des choix que les gens élus vont faire. Et c'est sous-estimer cette importance-là. Puis il y a une raison théorique vraiment simple pour ça. Là, je vois qu'Yann a sorti un tableau, fait que je vais laisser Yann. Les chiffres sont là. Le TCS, transfert canadien en matière de santé, c'est 453 millions par mois pour le Québec. Par mois? Le transfert canadien en matière de programmes sociaux, c'est 150 millions par mois. Et les péréquations, c'est 584 millions par mois. Ça fait 6... Non, il y a 2 paiements. C'est ça. Il y a un paiement le 16 février, puis je ne sais pas pourquoi ils font ça de même, mais il y a le 20 février, il y a un autre paiement, c'est les mêmes montants, mais 4 jours plus tard, il y en a un autre qui rentre, puis c'est par mois aussi. Parce que ça fait de plus, parce que comme ça, tu as 1 milliard par mois pour la péréquation, puis c'est le chiffre que j'avais en tête, 12 milliards et plus par année. Fait que je ne sais pas pourquoi ils le font en 2 chèques. Là. Il y avait peut-être une limite qu'on dépassait. Ben, c'est comme le paye, là. Tu sais, c'est une paye aux 2 semaines. Oui, mais ça rentre. C'est pas une paye aux 2 semaines, c'est une paye aux 4 jours. Ça, moi, ce que j'aime pas de ces transferts-là, c'est que le fédéral a payé le prix politique de la taxe, puis c'est quelqu'un d'autre qui dépense l'argent. Moi, j'aime beaucoup qu'un politicien qui dépense mon argent, ce soit lui qui m'ait taxé pour. Ben, Yann, un peu faire du pouce sur ça, ça nous sort du sujet 30 secondes, mais ça revient directement à ça. Moi, je trouve que c'est pas mauvais pour vrai. Là. Ce que la CAQ a fait de dire aux villes, vous voulez de l'argent pour le transport en commun, vous pouvez maintenant taxer les gens sur leur plaque d'immatriculation. Et là, Bruno Marchand a dit que lui, il voulait le faire. Et là, le maire de Saint-Augustin a dit « Ouais, moi, j'embarque pas vraiment là-dedans. » Fait que là, Bruno Marchand a dit « Ouais, mais moi, je ne me tente pas d'aller tout seul payer le prix de ce marque-là. » Fait que là, la marque. Bruno Marchand showing the economics. Fait que là, tu sais, ils sont comme pognés dans la communauté métropolitaine de Québec avec ça, parce qu'ils sont comme, ben là, c'est qui veut être le soccer, là? Exactement. Puis c'est exactement le même que le fédéral devrait agir. Ça, regarde, votre transfert en santé, là, ça débarque. OK? On phasing out 2 ans. Là. On vous réduit le montant à chaque mois. Non. Moi, je crois plus jamais au phasing out. Tu t'enlèves le plastique. Ah, là, je t'adore. Là, tu me fais plaisir. Moi, j'essaie d'être raisonnable. Non, parce que plus tu fais ces affaires-là, tu donnes la capacité aux groupes d'intérêt qui sont contre de s'organiser. Tu ne devrais jamais leur donner une chance de s'organiser. Tu enlèves le band-aid maintenant, puis tu le fais sur plusieurs domaines en même temps. Puis, on s'entend que tu baisses la taxe fédérale. Ils ne sont pas capables de se coordonner. Ben, comme la taxe fédérale tout de suite, la journée que tu fais ça. Oui, tu fais toute une shot. L'exemple que tu viens de donner, Vincent, moi, ce que je pense, c'est que, comme dans le dernier budget provincial, la subvention pour les véhicules électriques, là, si tu l'enlèves là, tu ne peux plus distorsionner. Mettons, tu dis, OK, ça vaut pour les commandes qui ont été passées, là, mais le reste, c'est terminé. Mais là, en faisant un phasing out, tu distorsionnes le marché parce que là, il y a plein de gens qui sont en fear of missing out puis sont comme, mais là, il faut que je me dépêche avant que le crédit disparaisse. Fait que là, ça crée une pression sur les inventaires. Les téléphones sonnent un peu partout. En fait, quand tu fais du phasing out, tu viens tout le temps fucker le marché. Là. Oui, en fait, il y a une histoire fameuse. Ça s'appelle l'élasticité de la mort. Il y a un article connu en économie. Parce qu'il y a eu, c'est pas une joke, il y a eu une taxe qui a existé à un moment donné qui faisait en sorte que c'était un rebate, j'oublie les détails, mais c'était un rebate sur le estate tax. Fait que si tu mourais à l'intérieur d'une certaine année fiscale, le taux de taxation était inférieur et ils ont réussi à tester s'il y avait une élasticité face à la mort. Fait qu'il y a des parents, par exemple, qui demandaient d'arrêter certains traitements pour justement laisser plus à leurs enfants. Donc, il y avait une élasticité de c'était que les gens, there are 2 certainties in life, death and taxes. Il y a quelqu'un qui s'est dit, I will take death earlier to pay fewer taxes. Fait que tu es en train de dire, si on arrive là, puis on dit aux gens, si tu meurs au mois de juin, il n'y a pas beaucoup de monde qui meurt au mois de juin par rapport aux autres mois. Donc, si tu meurs au mois de juin,
ton taux d'imposition va être 2 de moins. On peut penser que le fonctionnaire qui gère les demandes d'aide médicale à mourir ne peut pas prendre de vacances au mois de juin. On est dans la merde s'il prend des vacances. Ah, il y a des bonnes chances. Oui, la réponse, c'est que dans ce cas-là, si c'est une taxe, le estate tax, la réponse, c'est oui. Une taxe sur l'héritage, donc sur le patrimoine. Oui, tu peux faire ça. Il y a des articles scientifiques qui ont été faits. La personne qui a publié ça s'appelle Joel Slamrod, puis il a gagné un prix qui s'appelait le Ig Nobel pour avoir écrit ça. Et il dit que c'est son greatest achievement of his life, qu'il a réussi à étudier l'élasticité de la mort des gens. En fait, aujourd'hui, ça a l'air con, mais il y a une personne qui s'en sert énormément de cet article-là, qui s'appelle Thomas Piketty. C'est lui qui s'en sert pour plusieurs des hypothèses qu'il utilise sur la taxation des riches sont basées sur ce qui a été fait en partie dans cet article-là. Fait que les gens rient de cet article-là, mais les gens, même les gauchistes les plus étrons, excusez-moi, parce que c'est ça que je pense de Piketty, puis je pense que c'est un menteur. Là. Je suis tanné d'avoir à niaiser autour du pot. Ils s'en servent. Ils sont conscients que c'est un résultat qui est pertinent parce qu'il y a une implication de théorie économique. Tu vas te ramasser en cours comme Michael Mann avec... moi, je paierais pour voir ça, un procès avec Geloso avec des faux cheveux, là, comme un avocat du temps, puis il se représente lui-même dans un cas de... Monsieur Geloso, levez-vous, il est en train de manger son steak and egg dans le palais de justice. Le pire, c'est faut jamais oublier que je suis un élitiste. Hein? J'aurais aucun problème à m'habiller comme ça et à parler en cul de poule. Oui. J'en doute pas. Ta blonde avocate, elle serait vraiment fière de toi. That's why I want to see this. Mais tantôt, tu as parlé de... On a comme bifurqué en voyant les chiffres, là, mais tu as dit, moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille ou auquel je réfléchis, c'est le fait que les employés de l'État forment un genre de corps électoral. Tu sais, on a beaucoup parlé dans les derniers temps de la politique, mettons, canadienne dirigée vers le fait de courtiser, par exemple, des diasporas. Là. Bon, ben là, telle communauté est plus importante en nombre que telle autre communauté. Comme par tout hasard, tu regardes la position du gouvernement, est toujours un peu orientée vers l'importance en nombre de telle communauté. C'est plate, ça ne devrait pas exister. C'est le même. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais on ne considère pas souvent les groupes ou les agrégats statistiques, je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça, en fonction des corps de métier ou des types d'emplois. Ouais. Mais les employés de la fonction publique, autant fédérale que provinciale, constituent un corps électoral. Je pense que dans les dernières grèves au provincial, on l'a vu, là, que ces gens-là constituent une force électorale ou une partie d'électorat que tu ne veux pas te mettre à dos. Fait que, celui qui arrive en disant « Moi, je vais couper telle affaire, je vais faire telle autre affaire », ben là, c'est difficile de tenir ce discours-là chez les... Oui, tu vas en avoir. Tu vas toujours avoir des gens qui travaillent, je ne sais pas, moi, pour le ministère de la Justice, tout ça, puis qui sont d'accord avec des coupes massives dans la taille de l'État. C'est bien sûr que ça existe. Il y en a plein dans notre auditoire. Mais c'est quand même... On peut quand même penser que le groupe employé de l'État ou fonctionnaire est comme un genre de corps... comment je dirais ça, de corps intermédiaire qui empêche finalement l'État de rapetisser parce que eux, leur intérêt, c'est que ça continue de rester gros de même. Là. Ou même encore plus. Oui, puis la manière, je pense qu'il faut comprendre ça, c'est que on pense que dans une démocratie, le fort, c'est le peuple, puis que la majorité impose le fardeau fiscal à la minorité électorale. Mais en réalité, la démocratie, c'est quand c'est le moment où les quelques-uns, donc des aristocrates ou des monarques, perdent le contrôle de l'État au profit du plus grand nombre, donc la majorité. Les gens pensent que c'est ça le trade-off, mais la réalité, c'est que l'aristocrate du passé, c'était quelqu'un qui s'était investi des outils de l'État et qui était en grande proximité avec ça. Le bureaucrate, aujourd'hui, il sert la même fonction. Le bureaucrate, c'est quelqu'un qui est investi des pouvoirs de l'État et il y a une partie du transfert du pouvoir du peuple vers l'administration publique. Et que ça peut appellerait expliquer... la casta politica. Oui, afuera. Parce qu'il ne faut jamais oublier que malgré que
j'essaie d'être toujours posé. J'aimerais bien avoir un Javier Milei, puis des fois, écoute, il appelle à mon aspect romantique. Laissons ça comme ça. La chainsaw, là, ça a l'air. J'essaie d'être modéré, j'essaie de me contrôler, puis des fois, mes impulsions vont plus vite que ma pensée qui est de mon esprit plus calme. Mais quand je vois sa chainsaw, moi, j'ai un petit peu d'excitation. Mais l'idée, c'est que le transfert du pouvoir du peuple vers l'administration publique peut expliquer la croissance de la pression fiscale que les contribuables ressentent. En fait, tu devrais peut-être considérer la démocratie comme étant quelque part un mix de à quel point tu permets à une bureaucratie d'agir comme une aristocratie et que le bureaucrate est fondamentalement ce qu'on pourrait appeler, puis ce n'est pas mon expression à moi, c'est des tax consumers ou des tax eaters. C'est-à-dire que techniquement, un bureaucrate paye 0 impôt à l'État parce qu'au net, il reçoit plus de l'État qu'il en paye. Il est par définition un tax eater, c'est un mangeur de taxes. Le terme est un peu étrange, mais c'est un consommateur / un mangeur de taxes et il n'y a aucune situation, à moins qu'il paye plus de taxes qu'il reçoit en salaire de l'État. Il est toujours un consommateur d'impôts. Il a donc un lien via l'intérêt monétaire qu'il a à ce que des gens payent plus d'impôts. Il y a donc une le fonctionnaire d'Investissement Québec qui a décidé d'investir dans Taiga Moteur ou Taiga Motoneige, lui, au début, il pensait qu'il était utile parce qu'il dit, regardez, avec mon éclair de génie, même si vous avez payé des taxes pour mon salaire, regardez le bel investissement que je... Oh, tabarnak, ça vient de fermer. Finalement, je suis moins utile que je pensais. On n'a jamais dit que tu étais utile pour commencer. Non, mais je parle du fonctionnaire. Là, c'est sérieux. Là. Il n'y a jamais rien qu'un fonctionnaire va produire qui va faire augmenter le PIB de la province. C'est une dépense que je ne veux pas. Attends, je suis pas d'accord. Parce que la taille optimale de l'État doit nécessiter que certains fonctionnaires produisent des services publics qui sont nécessaires. Le problème, c'est que leur embauche en soi crée un mécanisme qui peut faire le ratchet dont on parle souvent parce que la relation qu'ils ont avec l'État est complètement différente de celle que tous les autres contribuables ont avec l'État parce que les autres sont des nets payeurs de taxes. On s'entend-tu, mettons, je comprends ce que tu dis, là, les fonctions régaliennes de l'État. Mettons, le fonctionnaire qui travaille dans le système de justice. Le fonctionnaire qui travaille dans le système de justice, il est utile. Puis d'ailleurs, s'il y a un imbroglio entre deux personnes dans un contrat, on veut qu'il y ait un système de justice rapide, efficace, qui règle le problème en dedans de 2 mois. OK. Mais là, le fuck, c'est que ça, c'est la fonction régalienne de l'État. Normalement, ça devrait être à ça que ça sert, un gouvernement ou un fonctionnaire. Il n'y a jamais personne qui est capable de régler rien en 6 ans dans le système de justice présentement. Il y a des conséquences que tout ralentit partout. Je veux dire, quand il y a une personne productive avec un bon emploi qui est dans une salle d'attente pour un bras cassé ou de quoi d'encore plus simple, un rhume, une grippe qui ne veut pas partir, une sinusite, n'importe quoi, une prescription d'anti-ovulants, mais calvasse. Cette personne-là n'est pas en train de travailler. Le gouvernement, il ne fait pas juste manger des taxes puis dépenser notre argent. Il nuit en plus. Ouais. Il nuit au reste de l'économie. Moi, je suis prêt à dire que si tu as été si tu as fait le débarquement de Normandie, je ne considère pas que tu es un tax eater. Je suis prêt à, dans certains cas bien précis, je suis prêt à concevoir que des gens ont apporté plus à leur nation que ce qu'ils en ont pris. Non, mais le point, c'est pour ça que j'ai dit que je n'aimais pas tant ça, le terme, parce que le terme vient de Ludwig von Mises. Puis Mises avait écrit, il expliquait le rôle des sociétés d'État. Okay? Donc, il essayait de faire une critique des sociétés d'État, puis il disait que fondamentalement, dans un pays capitaliste, des compagnies de chemin de fer, des compagnies de télégraphe, des compagnies de téléphone, ils payent des taxes considérables, mais dans des économies mixtes où tu as des secteurs nationalisés,
les pertes des entreprises publiques, donc si les chemins de fer, les compagnies de téléphone, télégraphe, électricité sont nationalisées, ben leurs pertes annuelles pèsent sur les finances de la nation et elles ne sont pas des contributrices de taxes, mais elles sont consommatrices. Ouais. Et les services publics nationalisés dans ce cas-là ne vont pas juste se contenter de vivre aux dépens des taxes payées par les citoyens des dites nations. Ils vont aussi avoir un intérêt qui pousse vers pas améliorer leur gestion, mais aussi à demander plus du contribuable parce qu'eux n'ont aucune incitation à faire autre chose que demander plus et ils ont un pouvoir, plus ils deviennent nombreux, parce qu'ils peuvent influencer le politicien d'agir dans une manière qui est favorable à eux, parce qu'eux sont un groupe cohérent, bien organisé, qui ont un intérêt très concentré, qui est payé par une multitude de gens. Donc, eux peuvent militer plus activement, être plus agressifs. Et ça veut dire qu'au final, c'est pour ça que c'est dire que tous les fonctionnaires le sont. Ça ne veut pas dire qu'en étant tax eaters, ils ne sont pas des contributeurs, mais il y en a quelques-uns qui pourraient. Il y a un mécanisme qui mène à la surbureaucratisation de par la nature des incitations. C'est pour ça que. Il se crée de la job. La création des bullshit jobs. T'as-tu déjà entendu un fonctionnaire te dire écoute, ma journée de travail est terminée aujourd'hui, ça a bien été, je suis pas dans le jus, tout est réglé. Ça n'arrive jamais. Ils sont tout le temps dans le jus. Tout le temps dans le jus. Il y a tout le temps un rapport à remettre, tout le temps un nouveau processus à implanter ou peu importe. Peu importe ce que tu demandes, ils sont tout le temps dans le jus. Ils sont sur le bord du burn-out. Ils font des burn-out. C'est l'enfer. Mais ils créent leur propre job. Il n'y a personne, on dirait qu'à un moment donné, qui arrive, il dit hey, ce que tu es en train de faire là, c'est-tu utile? Est-ce que c'est utile? C'est utile à qui? Ton putain de rapport, est-ce quelqu'un qui le lit? Oui, mais le problème, c'est que eux veulent pas qu'on te pose ces questions-là. C'est que quand tu vas avoir des élections, eux vont participer aux élections, ils vont être plus actifs. Et en fait, plus ils vont être capables de consolider leur pouvoir bureaucratique, si tu veux, plus l'effort fiscal qui est demandé aux contribuables, ceux qui contribuent de manière nette, plus eux vont devoir contribuer davantage. Et donc, tu vas te retrouver avec l'idée que la taille de l'État doit croître avec la taille de la fonction publique, mais ce n'est pas que c'est la taille de l'État, donc on prend plus de programmes parce que les votants demandent plus de programmes. C'est qu'on a embauché plus de gens qui, eux, vont demander de faire des nouveaux programmes pour se justifier et ensuite de demander davantage aux contribuables. Ce mécanisme-là qui va de la bureaucratie vers la taille de l'État, au lieu de la taille de l'État vers on doit employer plus de bureaucrates pour l'administrer, fait en sorte que tu peux expliquer des choses comme comment ça se fait que ça arrive fréquemment qu'il y a des politiciens qui sont élus en proposant des réformes majeures de réduction de la taille de l'État, mais qui jamais ne l'appliquent. La raison, c'est parce que la relation causale, oui, il y a une relation de si on fait un programme de garderie, bien, le programme de garderie nécessite quelques bureaucrates de plus. Le problème, c'est qu'après, il y a un autre lien, il y a un lien récursif où est-ce que avoir le bureaucrate fait en sorte qu'il y a d'autres programmes qui vont être créés. On va faire un programme de gestion de X des garderies ou un truc additionnel. Puis là, on va demander plus d'impôts, puis après ça, on va employer une personne de plus. Puis là, tu as un mécanisme qui mène à la conclusion que si tu veux baisser les impôts, la débureaucratisation, donc de réduire la bureaucratie, est une condition préalable. C'est pour ça que tantôt, quand je disais enlever le Band-Aid, des fois, c'est une bonne idée de juste rentrer et de dire, écoutez, on va tout faire d'une shot. OK? C'est plus tu donnes, plus tu annonces des réformes. Thérapie de choc a des valeurs. Malheureusement, c'est pénible. Le backlash est dur sur le politicien, mais dans ce cas-ci, c'est 100% visualisable sur le politicien. Ouais. Le politicien aussi ne veut pas le faire. Oui, mais le politicien, mettons, c'est ça, je jasais hier, hier, là, ça n'a plus de sens pour le monde qui écoute sur YouTube, là, mais j'en parlais avec Simon Rochelot, puis moi, je me disais, c'est parce que, mettons que tu es François Legault, là. Je ne veux pas personnaliser ça à lui, là, mais c'est parce que son cas est bon. Tu es à 0 dans un sondage. Tout montre qu'il n'y en aura pas de réélection s'il n'y a pas un changement de tendance. Rendu là, qu'est-ce que tu as à perdre? Je veux dire, à moins que tu me dises qu'il y a quelqu'un Party time! Non, mais pour vrai, c'est que tu es sûr que un peu comme un président dans un deuxième mandat, tu ne seras pas réélu. Je veux dire, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu sais, tout ce qui a été promis et qui n'a jamais été fait, pourquoi tu ne le fais pas là? Où tu peux descendre plus bas? Tu ne peux pas descendre plus bas que ne pas être réélu. Puis
Puis à la limite, je suis obligé de. C'est beaucoup de notre entretien qu'on a fait l'année passée avec Philippe Couillard qui m'a fait réfléchir à ça. Je me disais, OK, Couillard, il a peut-être payé le prix de ce qu'il a fait, mais tranquillement, pas vite, suite à cette entrevue-là, suite à beaucoup de gens qui regardent ce qui s'est passé dans les dernières années, je pense que plus le temps va passer, plus les gens vont regarder ce qu'il a fait et. Il va finir comme Mulroney, où est-ce qu'ils vont dire « Hey, c'était un excellent premier ministre. » Non, mais pour vrai, je pense que la manière dont les gens je pense qu'en ce moment, les gens apprécient plus ce qui a été fait. On s'en est de l'État, là, avec ces budgets de marde-là. Ben, c'est un peu ça mon mais point. non seulement ça, OK, mettons Legault, là, c'est pour ça que je reviens à lui 2 secondes. S'il faisait ne serait-ce que le tiers de ce qu'il avait originellement promis de faire, c'est-à-dire les 5000 employés à la porte, libéraliser le marché de l'alcool, faisons une liste courte là, de trucs qui ont déjà été dits et qui n'ont jamais été faits. S'il le faisait, là, OK, il y a peut-être un prix politique à payer, tout ça, mais il est déjà payé le prix. Il ne sera pas réélu. Fait qu'est-ce qu'il a à perdre? 2 choses. La première, c'est, pour répondre à ça, c'est qu'il ne faut jamais oublier que tu as un caucus. Et les caucus sont très bons pour licencier des premiers ministres. Moi, je me souviens dans la biographie. Eux veulent être réélus. Puis moi, je me souviens dans la. Que le PQ, Attends une minute. Mais s'il y en a assez qui font défection, c'est plus François Legault qui est premier ministre, même si lui reste chef de la CAQ. Puis je me souviens dans la biographie de Brian Mulroney. Brian Mulroney parlait de son petit livre noir où est-ce qu'il y avait tous les numéros des députés. Puis chaque soir, il appelait 2-3 députés ou 2-3 membres importants du parti. Puis il faisait de la maintenance constamment. Ben ça, c'est parce que ton caucus, il compte. En Grande-Bretagne, il faut souligner qu'ils ont passé 6 premiers ministres. J'exagère le chiffre, là, mais ils ont passé 6 premiers ministres en 6 jours. La raison, c'est que le caucus les crisse dehors tout le temps. Le caucus a une certaine importance dans une démocratie parlementaire du style britannique. Donc, le premier ministre est contraint par son propre caucus, même si lui est un canard, qu'on appelle un lame duck. Là. Canard boiteux. Ça se traduit. Canard boiteux, mais je pense pas que. Non, je pense que c'est ça. Mais en français, en anglais, c'est lame duck. Ça veut dire qu'il va pas se. Il finit son mandat, il ne va pas se représenter après. Il a l'air de dire des choses comme ça. Fait qu'au final, le gars. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais je serais plus. Comment je dirais ça? Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais moi, je pense que ce que tu dis aurait plus de pertinence ou serait plus vrai si la CAQ était à 30 puis le PQ à 32 et que tu as espoir de renverser à vapeur. Là, comme c'est là, les projections de sondage montrent que s'il y avait une élection là, je pense qu'il reste juste François Legault puis 2-3 autres. Là. Fait que là, moi, si j'étais lui, je les convoquerais tous ensemble. Je dirais, écoutez, on serait aussi bien de faire ce qu'on pense qui est bon plutôt que ce que les médias veulent qu'on fasse et autres. Parce que pour vrai, de toute façon, c'est déjà terminé. Fait qu'aussi bien prendre le temps qui reste, on a une super majorité. On va faire ce qu'on pense qui est bon. On va le faire sous bâillon. Si vous nous haïrez, peu importe. Là. Après, ils nous sacreront dehors pour mettre le PQ. Mais that's it, that's all, ce sera fait. Oui, mais le problème, c'est que là... Connaissez courage. J'aimerais ça que tu aies raison. J'aimerais ça que ça se fasse. Puis c'est pas impossible que ça se fasse. Parce qu'à un moment donné, des fois, il y en a des politiciens qui l'idéologie compte pas pour 0 dans un politicien. Okay? Ça serait faux de dire ça. C'est juste que généralement, les politiciens sont très pragmatiques et veulent se faire réélire. Donc, mais mettons qu'on met ça de côté, c'est parce que tu mets beaucoup le poids ici sur tu veux que le bon joueur fasse la bonne chose. Alors que je pense que ce qui est bien plus intéressant, si on veut débureaucratiser, c'est d'avoir des règles du jeu qui font en sorte qu'il y a comme des principes limitants à la bureaucratie. Puis la chose que moi, je suis bien fan puis que j'aimerais bien qu'on parle pour le reste du Patreon, c'est ce qu'on appelle les clauses de crépuscule ou clauses crépusculaires ou sunset laws en anglais. C'est l'idée que chaque année, tout programme, toute agence doit être revoté par la législature dans un single item vote. C'est-à-dire que tu dois voter individuellement. Pas d'omnibus. Pas d'omnibus. Tu dois voter individuellement sur la réappropriation de fonds, la revalidation de l'agence existante ou du dit programme. De telle sorte les clauses dérogatoires là, que tu dois... C'est quoi, c'est aux 5 ans, l'Assemblée nationale doit revoter là-dessus. Exactement, mais là, tu dirais à tous les 2 ans, toute année. Il y a 2 vertus à ça. La première, c'est que... le plafond de la dette aux États-Unis qui est un peu ça à chaque fois. Qui fonctionne un peu comme ça, mais il est tellement limité, puis il y a tellement d'exemptions au plafond de la dette que... Mais ça les force à avoir le débat. Là. Ça force à avoir la conversation de temps en temps.
Donc, le sujet de la discipline fiscale serait probablement moins salient s'il n'y avait pas le plafond de la dette. Mais des sunset laws, c'est très efficace. Parce qu'il y a deux choses qui se passent. Le premier, c'est que chaque année, tu as démontré ça là, dans des papiers? Là? Oui, il y en a un que j'ai sorti là, pour les gens. C'est une thèse de doc que j'ai sortie qui a fait comme plusieurs articles sur ça. Mais les deux aspects qui font que ça fonctionne, c'est que la première, c'est que chaque année, les députés doivent se prononcer. Donc, tu ne peux pas juste t'asseoir à la législature et juste voter sur les nouvelles choses qui sont proposées. Tu as un droit de retour sur ce qui existe. Ouais, c'est très... Donc là, tu dois déjà là, ça a pris pour leur temps. Ben, ça, c'est le deuxième mécanisme. Ça a l'air con, mais le deuxième mécanisme est particulièrement important. Quand ils ont des temps libres, ils votent des cochonneries, les autres. Là. Parce que dans le premier, ce qui va se passer, c'est que les agences qui vont survivre, c'est celles qui ont un consensus dessus, qui persiste à travers le temps. Genre, la SQ, je suis pas mal sûr qu'elle serait réapprouvée chaque année. Right? On aurait très peu de chances que la SQ soit abolie. Tu aurais des mécanismes de consensus autour de certaines institutions. Mais t'essaies de mettre ça au Québec, Vincent, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui dit mais imaginez-vous s'il y a quelqu'un de fou qui prend le pouvoir et qui soudainement il abolit la police. Hey, on veut pas ça, c'était closé. Êtes-vous malade? On serait plus en sécurité, M. Gelozo. Madame, avez-vous un autre café de Monty Morton? Ouais, c'est le refil. C'est dans l'univers de l'impossible. Je pense qu'il n'y a personne au Québec qui... Je fais l'opinion, voulez-vous abolir la SQ? Il n'y a personne au Québec qui dit ben oui. Au pire, il dirait peut-être des affaires. Peut-être que ça devrait être 100% municipal puis qu'il devrait avoir des transferts de Montréal. Peut-être des choses comme ça, mais il n'y a personne qui dirait abolir la police, là, à part peut-être Émilie Nicolas, qui est probablement de cette opinion-là. Man, t'es donc ben pas généreux! Je suis pas généreux, pas en tout. Aujourd'hui, moi non plus, je suis pas du monde cette semaine. C'est à la fin de la session. À la fin de la session, ma patience, elle veut ma pas générosité. abolir la police, elle veut juste que leur fusil tire de l'amour. C'est différent. Moi aussi, j'aimerais ça qu'ils tirent de l'amour, parce que ça voudrait dire que tout le monde s'aime. Moi aussi, j'aimerais ça vivre dans un monde de licorne. Mais ça, c'est la première. Mais ça, là, ces affaires-là, by the way, c'est genre... Des fois, j'ai des économistes qui font des choses comme ça, puis ça me fâche. Ils vont dire, je vais présumer que mon agent est altruiste. Moi aussi, j'aimerais ça avoir des anges. Mais ils n'existent pas, câlisse. Tu peux pas faire fonctionner le monde en présumant que les gens sont meilleurs. Ça marche pas de même. Ce qui fonctionne, c'est les incitations. Anyways. Ben oui. Calm down. La deuxième chose, c'est ce que Yann a dit, c'est que s'ils doivent voter sur la réapprobation de ce qui existe dans le passé, il y a un principe, il y a une auto-limite qui existe dans le mécanisme, de sorte qu'ils ne peuvent pas voter toute l'année. Là, à un moment donné, ils vont prendre des pauses. Hey, si je l'avais anticipé comme du monde, j'aurais-tu pu écrire une thèse de doc, tu penses? Il y a littéralement toute la littérature sur The Economics of Bureaucracy. En fait, à Mason, c'est notre tradition. Un des gars qui était avec nous, qui était James Buchanan, puis son étudiant Richard Wagner, ils avaient écrit ça, Congressional Rules, Committee Rules, puis l'effet des règles de comité, puis pourquoi le fait que tu as des ralentissements dans le processus législatif fait en sorte que tu ne fais pas une suraccumulation de lois. Tu vois, les lois qui sont adoptées, qui sont plus proches d'être des lois consensuelles, qui ont un haut niveau d'approbation et que tu as un principe limitant à la taille de l'État via le processus législatif. Mais comment ça qu'un crétin comme moi comprend ça, puis on le fait pas? Ben, Yann, c'est juste compléter ce que vous venez de dire. Là. Mais quand on a reçu Renaud Brassard pour parler du budget, il nous a dit une des affaires que j'aime dedans, c'est le processus de révision des dépenses. Tout ça. Mais dans le même ordre d'idée, la règle du jeu pourrait être que cette évaluation-là, là, on a plein de crédits comme ça, là, on ne sait pas trop si c'est utilisé, plein de programmes. On révise ça là, une fois aux 15-20 ans là, ou aux 10 ans. Mais pourquoi c'est pas chaque année, systématiquement, tous les cossins que vous avez mis en place doivent être évalués et si je ne sais pas si ça n'a pas servi cette année, il est aboli. Hey, regarde, je vais te donner un exemple. Quand tu gères un OSBL et que tu veux faire un billet de moitié-moitié dans tes estrades, tu dois te procurer un permis de loterie de 50-50. Je suis sûr que tout le monde fait ça. Ça coûte 50$. Okay? Tu remplis ta paperasse, tu prends ça, tu envoies ça dans un bureau de Montréal, puis là, à un moment donné, genre, ça finit là. Je ne suis même pas sûr que tu as reçu une confirmation, puis tout, mais il faut que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, tu vas être en infraction. Si tu es en infraction, tu peux avoir une amende. Mais tu sais, à un moment donné, c'est genre, y a-t-il quelqu'un qui s'est posé la question, on protège qui de quoi? Puis pensez-vous vraiment qu'on remplit tout le papier quand on fait un moitié-moitié? Je vous annonce que non, pas tout le temps. Mais je veux dire,
pourquoi tu viens voler 50$ et beaucoup de temps pour remplir un formulaire de marde? Et surtout, pourquoi tu as assigné un fonctionnaire à recevoir ces formulaires de marde-là pour avoir un permis de moitié-moitié Calvas? Je sais que je suis probablement le seul imbécile au Québec à vous parler de ça, là, mais pourquoi ça existe, un permis de moitié-moitié? Ben, c'est comme, rappelez, je me souviens très bien, François Legault, en 2018, faisait des tournées de médias. Je ne sais plus c'est dans quelle émission, mais je pense que c'était à Choix. Là, je ne sais plus c'était avec quel animateur. Mais on lui avait posé la question, quand vous allez être élu, là, la règle niaiseuse qui dit qu'au Québec, on n'a pas le droit d'avoir des concours, là, de bénéficier de 3 mois gratuits, pis ce genre de trucs-là. Et puis, il ne savait même pas de quoi on parlait. Il savait même pas de quoi. Il était même pas au courant. Il était là, ben, je sais pas, là, non, c'est ça. Vite de même, ça n'a pas l'air intelligent. Mais il y a quelqu'un quelque part, un jour, qui a fait ce règlement-là, que c'est pour ça que quand les gens s'abonnent à Spotify, Apple Music, YouTube Premium, tout ça, tu as toujours une petite clause qui te dit tu as le droit d'avoir 3 mois gratuits, sauf au Québec. Sauf si vous êtes résident de la province de Québec, ça, vous n'y avez pas droit. Puis là, tu es comme, mais pourquoi? Il y a quelqu'un qui a pris cette décision-là un jour. Puis quand tu n'as pas de processus, comme vous venez de dire, les politiciens vont s'asseoir sur le passé en disant, écoutez, ça, c'est mes prédécesseurs qui ont décidé ça. On pourrait réouvrir, mais honnêtement, c'est pas ma priorité. Il faut choisir ses combats, tu sais, les phrases à Saint-Saëns de d'habitude. Mais Vincent Spillane, ce que vous dites, puis je suis d'accord avec ça, c'est en gros dire, bien là, tu fais peser sur chaque législation le poids d'une décision conne qui a été prise ou d'une bonne décision. Exactement. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas dire « Ah, mais c'est Lucien Bouchard en 97 qui a fait ça, c'est pas moi. Moi, j'étais contre, puis je le suis encore. » Ouais, mais t'étais contre, mais regarde ce que je viens de trouver. L'année passée, tu as voté pour que ça se maintienne. Dans le temps qu'on avait des grosses Pinto dans les années 70, je ne sais pas si c'est ces années-là, là, je ne connais pas les chars. Moi, je me rappelle d'un Pontiac Grand Prix 86 que j'avais. Mais je pense que c'est plus 80. Ça. Quand c'était des gros bétos avec des gros bumpers en steel en avant, avec pas de coussins gonflables, puis des banquettes avant où est-ce que tu pouvais faire des cochonneries, on peut-tu... C'est quoi? T'es fixé, c'est t'as raison, Yann. T'as raison, Yann. Pinto, c'est les années 70? Non. Elle a été introduite le 11 septembre 1970. Bon, ben tu vois, c'est un complot. Ouais, mais c'est un complot. Dans ce temps-là, on décide que l'autoroute 20 puis l'autoroute 40, c'est 100 km/h, puis c'est ça que ça doit être. Mais là, tu regardes les chars d'aujourd'hui, avec des affaires que le moteur, c'est une collision, il rentre en dessous. Dès l'invention des freins ABS, tu as 8 coussins gonflables un peu partout. Et évidemment, tu ne peux plus faire de cochonneries, ça banquette avant. Tu es dans un mood où est-ce que tu te dis peut-être que 120, ce serait correct maintenant que la sécurité automobile a vraiment été augmentée. Non, tu es encore à 100. On tolère à 120 puis 125, pas de problème. Roule sur l'autoroute et tu ne seras pas arrêté. Ça va être écrit 100 sur le petit panneau. Parce qu'on ne révise jamais rien, ça. Mais c'est vrai que c'est ça que tu veux, ce que tu veux. Mais ce qui est encore plus important, c'est que le processus de révision qui vient avec les Sunset Laws, c'est que il y a aussi, puis c'est la partie que toi, tu avais dit qui est bien, puis qui est encore plus importante que le fait que les politiciens vont devoir se commettre sur chaque chose, c'est le fait qu'ils sont occupés à faire ça. Ils sont pas occupés à faire d'autres choses. Ils sont pas occupés à faire d'autres choses. Fait que tu as comme une sorte de garde-fou qui empêche à l'État de grossir au-delà d'une certaine fonction. Mais nous autres, on veut tous les députés. Parce que c'est correct de grossir l'État s'il y a consensus. C'est-à-dire que si, mettons, là, on est tous, chacun, on vote, on est tous 100% d'accord, il n'y a aucune personne qui est en désaccord qu'il faudrait qu'on nationalise l'électricité. Puis on a tous voté oui. Il n'y a aucune raison qu'on ne devrait pas le nationaliser. Si tout le monde a consenti, mais il n'y a pas de problème. Je veux dire, il n'y en a pas de limitation avec ça. Fait que, tu sais, l'idée, puis c'est ça qu'un libéral va souvent dire, c'est que les limites de l'État ne sont pas la même partout. S'il y a consensus que l'État doit faire cette mission-là dans ce contexte-ci, puis que si tout le monde est d'accord que ça règle un problème d'externalité, puis qu'il y a consensus, bien, l'État devrait le faire. C'est-à-dire que la règle du consensus est une règle très libérale, puis il permet à l'État d'avoir des tailles variables par place. Bien, les règles bureaucratiques que je viens de décrire, législatives, qui fait que tu dois revoter bureaucratie, ça fait en sorte que si on augmente la taille de l'État, tu peux être sûr que ça a été augmenté. C'est parce qu'il y a quasi-consensus ou consensus quant à cette extension de l'État, parce qu'on sait que l'année subséquente, le politicien qui va être là pour plusieurs termes, sait que ça ne va pas y faire mal l'année prochaine de revoter sur ça.
Puis non seulement ça, mais ici, qu'il ne va pas passer 75 jours à délibérer là-dessus, puisque toutes les autres vont être d'accord aussi. Fait que tu as un principe limitant qui est inclus dans les Sunset Laws. Puis quand tu regardes la littérature, là, juste pour le montrer, des dépenses publiques, ça c'est pour les États américains, puisque tu as une trentaine d'États américains qui ont des lois d'un degré ou l'autre qui font ça. Puis l'étude que j'ai envoyée à Frank, c'est une thèse de doc d'un étudiant, trouve que les dépenses sont réduites de quelque part entre 200 $ per capita ou 800 $ et 30 per capita. Donc, pour les États-Unis, parce que les États sont des beaucoup plus petits gouvernements que les provinces à l'intérieur du Canada, c'est quand même des proportions assez importantes de réduction des dépenses publiques qui viennent du fait que tu as ce type de loi-là. Donc, il y a un effet sur la taille de l'État qui est faite, mais aussi dans la thèse qui est intéressante, c'est que ce qu'il regarde, c'est quoi les services que l'État fait. L'État se concentre à offrir des services, il augmente le panier de services. Donc, non seulement il dépense moins, mais ce qu'il dépense, il le dépense mieux. Donc, c'est-à-dire qu'il fait ses fonctions fondamentales, il les réalise mieux. Tu devrais vouloir de ces lois-là. Ces lois-là faciliteraient l'élection, disons, dans 5 ans, d'un Jean Charest qui fait des promesses de réingénierie, qu'il la fasse véritablement, parce que là, tu as des limites autrement sur dit, les bureaucrates. Tu viens mettre une date de péremption au lieu de rendre éternelles des mesures, parce qu'on, comme disait la bonne vieille phrase, il y a juste une chose qui est vraiment permanente, c'est des trucs temporaires, un programme gouvernemental. Mais c'est un peu ça, c'est que tu viens mettre comme une date de péremption ou de révision à n'importe quel truc qui est décidé par l'État. Aux 5 ans, aux 2 ans, on doit se reprononcer là-dessus. Voulez-vous un bel exemple? Une belle histoire fiscale. Stephen Harper, d'une manière complètement électoraliste, présente un crédit d'impôt pour les familles, pour les sports, de 500 $. Écoute, à toi, 2010, dans ce coin-là, 2008-2009, une année à Harper. Ça te donne... Tu sais, là, les gens étaient là, « Wow, 500$! » Ben non, c'est pas 500$. C'est 15 % de 500$ que tu vas avoir. Fait qu'il faut que tu présentes des factures pour 500, tu vas recevoir 15 % de ce crédit-là en impôt. C'est la grosse affaire. La grosse affaire. Ben, un genre de sommage. Mais là, le provincial est arrivé après, puis on dit, hey, ouais, le fédéral fait ça. On va faire pareil. Le provincial l'a fait aussi. Fait que le provincial l'a fait. 20 %. Provincial, 20 %. Fédéral, 15 %. Fait que là, tu dis, OK. Fait que là, tout le monde ramasse ses crédits d'impôt, tout ça. Justin Trudeau, il arrive, 2015. Justin Trudeau, il dit, hey, Harper, tout ce qu'il a fait, c'est de la merde. Fait qu'il a éliminé tous les programmes Harper un par un, dont celui-là. Fait que le 15 % pour le sport, crissé le camp. Mais le provincial l'a gardé. Puis aujourd'hui, ben, les gens récoltent encore les reçus des activités sportives pour les enfants. Tu t'inscris au baseball, tu t'inscris au judo, tu t'inscris au golf, peu importe. Puis là, tu dois t'envoies ça pour avoir ton 20 %. 20 % de 500, c'est 100$. Là. Puis, à un moment donné, on l'a même modifié. Je ne sais pas quand, mais à un moment donné, on l'a modifié. Puis ça, il y a quelqu'un qui a dit, ouais, c'est pas juste pour les... Tu sais, quand tu gagnes beaucoup d'argent au Québec, là, je vais vous dire une des affaires qui est vraiment chiante, là, c'est que, premièrement, tu as un taux d'imposition plus élevé que les autres au niveau individuel. Mais après ça, il y a des crédits d'impôt qui s'appliquent et ces crédits d'impôt-là ont des maximums au niveau familial. Regardez les paramètres de cette cochonnerie-là. 500 $, valeur maximale du crédit, 100 $, donc tu peux juste recevoir 100$ max, 20 %. Seuil de revenu familial maximal à partir duquel il n'est plus possible de bénéficier du crédit. Si tu gagnes un revenu de 155 000, envoie pas tes factures, ça ne sert à rien, tu n'auras pas le crédit. Là, je viens de me rendre compte en faisant le podcast que à tous les ans, je récolte mes factures crissement pour rien. Fait que là, je vais arrêter de perdre mon temps avec cette demande-là. Parce que moi, le principe, même si c'est juste 100$, je dis, Chris, tu ne l'auras pas. Si je ne peux pas te l'envoyer, tu ne l'auras pas, mon hostie. Mais là, je fais ça pour rien. Mais à tous les ans, je le fais pour rien. Mais as-tu vu la petite cochonnerie pareil? Là? À quoi ça sert, ça? Parce que si tu as... Combien il y a de gens qui travaillent là-dessus? Premièrement, il y a un fonctionnaire qui vérifie ça quelque part. Deuxièmement, toutes les OSBL qui s'occupent des sports des enfants doivent avoir un système qui envoie ce petit papier-là au monde. Puis à tous les ans, on se fait harceler par les gens. « Je n'ai pas eu mon papier. Peux-tu m'envoyer mon papier? Je veux mon papier. Je ne trouve pas mon papier. J'ai perdu mon papier. Refais-moi mon papier. » Qu'est-ce qu'il y a du monde qui travaille là-dessus? C'est 17 millions de dollars. OK? 17 fucking millions. En fait, ce qui est probablement plus pertinent dans ce que tu dis, c'est que quand le fédéral l'a aboli, je suis convaincu qu'aucun des fonctionnaires qui était attitré à l'administration de ça, ou l'équivalent, il n'y en a aucun qui a été licencié.
La valeur des sunset laws dont je parle, c'est qu'en étant forcé de réapprouver, mais à un moment donné, il y a des fonctionnaires qui perdent leur job, qui sont licenciés. C'est-à-dire que là, ce que tu as, c'est que tu as aussi un frein sur la bureaucratie. En faisant ça, tu es en train de limiter la capacité, l'incitation. Tu es en train de mettre un frein à l'incitation, un plafond sur lequel les incitations du tax eater, qu'on parlait plutôt, le consommateur de taxes, doit se bloquer contre. Parce qu'à un moment donné, il va peut-être avoir 10-15% des gens qui travaillent pour le secteur public, mais ça ne peut pas grimper au-dessus de ça. Alors que, par exemple, je vais te donner un exemple, parce que je faisais, par exemple, une révision d'un article pour un journal, puis au cas où que la personne qui a soumis l'article, parce qu'on a un auditoire français, puis je sais qu'il y a quelques académiques français qui nous écoutent, a soumis un article sur la France, sur la bureaucratie en France, et ce qu'il a, c'est qu'il a créé un indice de la bureaucratie en France qui est pourcentage des gens qui travaillent directement pour l'État avec un poids différent s'ils travaillent indirectement pour l'État en pourcentage de tous les travailleurs, en pondérant leur poids dans la population votante. Il a fait tout un effort empirique et il regarde si la pression fiscale augmente et mène. Donc, c'est-à-dire que si tu augmentes la bureaucratie, est-ce que la bureaucratie mène l'effort fiscal qui est demandé aux contribuables? La réponse, c'est oui. Des changements dans la bureaucratie mènent les changements dans l'effort fiscal, de telle sorte qu'il dit qu'au final, tu peux expliquer à peu près 30% de l'augmentation de l'effort fiscal français depuis la Deuxième Guerre mondiale par l'augmentation de la bureaucratie. En faisant ça, tu mets une barrière avec la Sunset Laws, tu forces la bureaucratie à rencontrer un mur et qu'elle ne peut plus agir au-delà de ce mur-là. Est-ce que c'est dans les liens que tu avais envoyés? Ou non, parce que l'article, c'est un article sur lequel je suis un arbitre. Il n'est pas à apparaître encore. J'ai donné des recommandations. J'ai fait une recommandation de révision. Je ne veux pas dire le journal, je ne veux pas dire le nom mais je veux de entendre le PCQ proposer des affaires de même. C'était des choses... La littérature là-dessus est assez claire que ça n'a pas d'effet négatif. Ça n'a peut-être pas de gros effets, mais quand tu fais les vraiment intenses, tu fais ceux qui sont les plus compréhensifs, que tu n'as pas juste le review des agences, mais que tu as le review des règlements, que plus tu en ajoutes, plus tu fais ça large en termes de couverture, plus l'effet devient clairement visible. Mais il n'y a aucune chance que ça nuise. Mais pour vrai, moi, juste pour le fait que ça oblige des gens à se commettre sur des choses plutôt que de s'asseoir sur le poids du passé, je trouve ça intéressant. Puis est-ce qu'on a une idée, là, on sort probablement de l'économie, mais moi, intuitivement, j'ai aucune donnée là-dessus, mais si tu me parles d'un truc comme ça, moi, pour vrai, tu me motives à exprimer mon vote. Parce que, tu sais, de manière cynique, beaucoup de gens sont comme ils sont tous pareils, tous des voleurs, tous des ci, tous des ça. Mais là, si je dis aux gens, écoute, je te dis, là, si tu votes puis tu fais élire des gens, l'année prochaine, c'est le renouvellement de telle affaire. Moi, je vote pour ça, contre ça, pour ça, contre ça. T'es-tu d'accord? Ah ouais, ben ça changerait de quoi? Tout. Là, plutôt que d'être dans des espèces d'immobilisme de genre, on est élu ou on va être député, puis on ne sait pas trop ce qu'on fait. Là, on va travailler sur des affaires. Des TikTok. Le poids du passé, on ne revient jamais là-dessus. C'est comme des acquis éternels, puis on ne se reprononce jamais sur rien, à part peut-être sur la clause dérogatoire, là, mais le reste. Mais il y a un autre avantage à ce qu'on vient de dire, c'est que tu as aussi une guerre permanente des groupes d'intérêt. C'est-à-dire qu'imagine que chaque année, on va y aller extrême ici. La gestion de l'offre doit être réapprouvée chaque année. Arrête. Puis chaque année, ce que tu as, c'est que les agriculteurs. C'est pas de la porno, ce podcast-là. Calmez-vous. Un cheval dans l'écurie du jument. Un cheval dans l'écurie du jument. Le poulain est absolument de joie et d'excitation. Il est comme une mairesse de Montréal. Sérieusement, son lapsus est absolument... c'est un lapsus glorieux qu'elle a fait. Mais j'aime particulièrement la photo que tu as mis de Javier Milei. C'est que si chaque année, ce que tu as, c'est que tu as une reconsidération
de la gestion de l'offre. Mais tu vas avoir l'UPA qui, à chaque année, va aller défendre son terrain. Mais une année, tu vas avoir des processeurs, des food processors, donc des gens qui sont des transformateurs qui vont peut-être venir lobbyer. Après, c'est peut-être avoir des restaurateurs. Peut-être que tu vas avoir l'Institut économique de Montréal. Là, tu vas avoir plein de batailles chaque année. Puis là, ça fait en sorte que si tu sais que chaque année, tu vas être en bataille, un groupe d'intérêt en amont va être beaucoup plus résistant à l'idée de dire est-ce qu'on veut vraiment, pour une si petite rente, se battre de manière permanente sur 10 ans, parce que chaque année, il va falloir qu'on taxe nos membres, qu'on demande des donations à nos membres pour avoir ça. Donc, tu as aussi une réduction parce que tu augmentes le coût du lobbying futur. Tu réduis en amont le lobbying qui se produit parce que les groupes d'intérêt anticipent le fait que continuellement, ils doivent se battre. Fait qu'en plus, tu limites la capacité des gens de s'agripper comme des rémoras, d'agir en symbiose avec l'État pour avoir des privilèges. Tu n'as plus cette relation-là. Fait que tu crées, par des règles comme ça, quand je dis les règles du jeu comptent pour plus que ça, les c'est joueurs. des belles règles. Ça, c'est des belles règles. Ça, c'est une règle qui fait en sorte que on s'en calisse si c'est Éric Duhem, si c'est Françoise David ou si c'est Philippe Couillard, parce qu'au final, tu as des règles du jeu qui font en sorte que même les pires joueurs doivent agir d'une manière. Hey, même François Legault pourrait être intelligent avec ça. Mais c'est parce que. Intelligent. Mais je le sais, ce qui passe dans la tête de la plupart des gens, on va s'en aller sur Patreon après, c'est oui, ce qui est important, c'est pas les joueurs, c'est les règles du jeu. Mais les règles du jeu sont faites par les joueurs à un moment donné. Ça en prend un ou une qui a fait ce truc-là. Je suis d'accord. C'est ça le plus. Mais dès que c'est fait, tu crées une mini barrière et ça améliore les choses. De tout ce que le PCQ pourrait proposer, ce serait probablement l'élément de leur programme le moins populiste qui soit. C'est pas avec ça qu'ils gagnent une élection. Yep. Mais Christy, mettez-les dans le programme juste au cas où vous seriez élu un moment donné. Tu sais, je vous dis ça de même. Ça pourrait peut-être arriver. Le monde sont bien choqués sur quelque chose à un moment donné, puis paf, le PCQ est au pouvoir. Christy, hey, dans le programme, ah ouais, let's go, mets-les en place. Comme ça, au moins, même si tu vas faire de la merde parce que tu es un politicien comme les autres, ça va bien commencer et ça va mal finir. C'est tout le temps ça, la politique. Là. Mais pendant que tu sais que tu es encore bien intentionné et tout ça, faites les choses qui vont empêcher des tatas comme Legault de errer et d'augmenter la dette et de ne pas se rendre compte de rien. Ouais. C'est drôle que tu dis ça. Une des choses qui explique, puis après on peut passer au Patreon, qu'est-ce qui fait que tu adoptes ces lois-là? Un des déterminants qui a l'air d'avoir un effet d'adopter ça revient un peu à ce que Frank disait, c'est les États qui avaient des term limits pour les gouverneurs. Si un gouverneur savait qu'il était un lame duck, il était plus susceptible d'adopter ces règles-là parce que lui, il s'en fout. Après, il n'y a pas de coût à payer pour avoir adopté ça. Donc, le coût d'un principe inhérent qu'il croit, il peut agir sur ce principe-là. L'autre chose qui a un effet, c'est est-ce que tu viens d'avoir une crise fiscale pas long avant? Si jamais le PSPP vient là, dans le podcast, c'est une question que je veux qu'on y pose. Est-ce que tu serais d'accord avec ces nouvelles règles-là implantées? Moi, regarde, prends le pouvoir PSPP, là, mets en place un système de même, là, puis on reparlera de souveraineté après. Je suis capable de dealer, moi, là. Si tu me montres que tu es bien intentionné puis que ton intention, c'est vraiment de monter un État québécois vraiment plus efficace puis plus efficient après la souveraineté, c'est un Christy de beau premier pas à faire. On niaisait bien que la Constitution aussi, que vous ne l'écrirez jamais. Je veux dire, vous avez Gruba Gazal dans vos rangs. Ça n'arrivera pas. Là, je veux dire, en fait, s'ils proposaient les Sunset Laws, ça serait exactement ce que j'ai toujours dit. Les politiciens québécois doivent s'attacher les mains à des règles du jeu. Parce que la dernière règle qu'on a eue du genre qui est bonne, c'est celle sur l'équilibre budgétaire, même s'ils sont capables de jouer dedans. Là. On s'entend, là? Oui, mais elle a quand même eu un effet positif pendant qu'elle était là. Exactement. Oui, puis on se rappelle historiquement, etc. Donc, je pense que c'est important. Écoute, on va passer à la partie Patreon. Je me souviens plus du tout de c'est quoi qu'on était censé... En fait, on était censé parler dans le Patreon de ce qu'on vient de parler. Fait que j'ai eu un brain fart entre-temps, mais c'est ça. Là, Vincent, je ne sais pas si... là, dans le Patreon, écoute, j'ai clairement établi que je n'étais pas généreux aujourd'hui. Bon, c'est une raison. Qui est-ce qu'on bitch?
Je sais pas qui ont. Moi, je reste pour Patreon juste pour ça, sinon je m'en irais. Là. Non, mais toi, c'est pas juste le Patreon. Pas juste le Patreon. T'es toujours là pour pitcher. Bon, ben, parfait. Venez voir qui se fera publiquement humilier dans le Patreon, puis on y va. Je sais pas.